le gars qui était le plus violent là, il est revenu dans la douche où j'étais couchée là. Et il m'a dit, tu nous as tellement fait perdre notre temps, tu nous as tellement fatigués que toi là, il faut qu'on te laisse un souvenir. Ouais. J'étais calme depuis, mais quand il a dit ça, j'étais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut me laisser un souvenir, c'est-à-dire? Il veut me laisser un souvenir, c'est-à-dire? Et là, je lui ai dit que s'il me touchait, s'il me faisait quoi que ce soit, je ne sais pas, quel genre de folie, que s'il me faisait quoi que ce soit, là, c'est un petit braquage qu'ils ont fait. Ils ont pris des trucs, c'est bon. Mais s'il me fait quoi que ce soit, ça va plus être un petit braquage. Donc, il n'a qu'à penser à ça. Il n'a qu'à penser à ça. Ça, essayer d'argumenter avec un braqueur, quoi. Ils n'ont qu'à penser. Là, c'est qu'un petit braquage, ils ont fait, ils n'ont rien fait de grave. Voilà, on ne va même pas les retrouver, même probablement. Mais s'il me fait autre chose, ça va prendre une autre dimension. Ça va prendre une autre dimension. Et je lui ai dit, j'ai un portefeuille qui est là. Il faut regarder le portefeuille. Tu vas voir le numéro des gens. Tu vas voir les personnalités qui sont dedans. Il faut regarder. Et il m'a regardé. Il m'a bien giflé. 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 Est-ce qu'il m'a giflé 2 fois? Non, je crois qu'il m'a giflé 1 fois. Il m'a giflé 1 fois. Et puis il m'a donné un coup de poing. Blackout, je me suis évanouie. Hello, je suis Jessica GD et cette vidéo n'est pas une vidéo joyeuse. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité en Afrique. Et pour pouvoir illustrer mon propos, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Je vais vous raconter comment je me suis fait braquer et comment j'ai failli être violée lors de ce braquage. Bien. De façon générale, beaucoup de personnes n'ont pas conscience du manque de sécurité qu'il y a dans les grandes villes africaines. En général, on ne le perçoit pas parce que les gens n'en parlent pas. Les victimes n'en parlent pas vraiment, ce n'est pas des souvenirs très réjouissants. Et donc, on le garde pour nous, quoi. On le garde pour nous. Donc, ça fait qu'on n'a pas vraiment le point des victimes, le point de vue des victimes par rapport à ce type de situation qui se passe dans les grandes villes africaines. Bien. J'aimerais dire que beaucoup de personnes, par exemple, quand ils vont louer ou même quand ils vont acheter leur maison, ils tiennent compte de beaucoup de facteurs, mais ils ne tiennent pas compte du facteur de la sécurité. Et ben c'était également mon cas. Moi, quand j'allais pour louer des maisons, ce qui m'intéressait le plus, c'est que la maison, elle ait un grand jardin, qu'elle soit belle, qu'elle soit aérée, ce genre. C'était vraiment mes conditions pour pouvoir, mes critères, pardon, pour pouvoir prendre une maison. Ce point de vue-là, il a changé lorsque je me suis fait braquer. Je me suis fait braquer pour la 2e fois. Le premier braquage, c'était au restaurant. Et là, bon, ça ne m'avait pas spécialement terrorisé, ça ne m'avait pas spécialement traumatisé. Parce qu'en fait, il y avait du monde, quoi. Il y avait du monde, les employés étaient là. Et lors du premier braquage, même au restaurant, de mon premier braquage au restaurant, c'est moi qui disais, par exemple, au chef, tu te calmes, parce que, bon, lui, la testostérone, il ne voulait pas, quoi. Les braqueurs qui avaient des pistolets, tout ça. Donc, c'est moi qui calmais les gens. Et donc, mon premier braquage ne m'avait vraiment pas traumatisé. Je m'étais très dissociée de celui-là. Donc, après ça, on avait mis des mesures de sécurité, on avait pris un gardien, on avait fait plein de choses. Et puis, bon, ça allait, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, mon 2e braquage, là, ça a été vraiment différent. Ça n'a rien à voir le premier et le 2e. C'est toujours des braquages, même à main armée, mais c'était vraiment différent. De mon point de vue, c'était très différent. Pour mon 2e braquage, je vous raconte donc l'histoire. Je revenais du travail à des heures un peu tard. Et ma maison, c'était une hyper grande maison avec un immense jardin. Quand tu prenais la voiture du portail au garage même, c'était au moins, je sais pas, c'était au moins 50 mètres ou 100 mètres, non pas 100 mètres quand même, 50 mètres. Donc voilà, il y avait
il y avait à marcher, quoi. Il y avait à marcher ou à rouler pour arriver au garage. Donc c'était aux environs peut-être de 21h, je rentrais, j'avais pas de gardien. C'était dans une zone plutôt habitée, hein. Et quand je rentrais, il y avait beaucoup de monde devant la maison, des jeunes essentiellement. Bon, je n'ai pas fait très attention, bon, c'est pas quelque chose d'inhabituel parce qu'il y a des jeunes qui traînent un peu dans le quartier là. Des jeunes, des voisins, je ne sais pas si c'était des voisins ou pas, mais bon, c'est pas inhabituel qu'il y ait des jeunes devant la cour en train de discuter ou un peu devant en train de discuter, donc ça ne m'a pas interpellé plus spécialement. Donc je suis rentrée avec la voiture, j'ai ouvert d'abord le portail, c'est pour ça que j'ouvre le portail, et je suis rentrée avec la voiture. Quand je me suis garée au garage, j'ai regardé dans le rétroviseur, je sais pas, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu deux gars qui rentraient avec des sortes de bois, mais je savais pas si c'était des bois ou si c'était des calaches. Je savais pas. C'était entre les deux parce que dans la pénombre, dans la nuit, là, je voyais pas très bien. Donc je pouvais pas déterminer, mais je les ai vus rentrer, je les ai vus fermer le portail. J'étais dans ma voiture, j'étais très calme. Et tout de suite, j'ai percuté que c'était un braquage. Tout de suite, j'ai percuté que c'était un braquage. Mais j'étais très calme. J'ai pris les clés de ma voiture et je les ai cachées. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai cassé ça sous le paillasson de la voiture, quoi, sous le tapis de la voiture. Voilà. Et donc, ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit, Madame, vous descendez. Elle a dit, Madame, vous descendez. Je suis descendue. Je leur ai dit, ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal. Et donc, j'avais la clé. Donc, on est allé du garage vers la porte, vers la baie qui menait au salon, au séjour. J'ai ouvert la baie. Il faut savoir que j'étais pas très sécurité, mais quand même, on avait une grille de sécurité. Voilà, on avait une double grille de sécurité. Donc, là, quand je les ai vus, je savais que vraiment c'était high level parce que j'avais bien vu, c'était des calages. Et dans mon esprit, dans ma vision, ils étaient plutôt effrayants. Voilà, donc j'ai ouvert la première grille de sécurité, j'ai tiré la baie, j'ai ouvert la deuxième grille de sécurité et tous les trois, on est rentrés. J'étais toujours très calme. On est rentré dans le séjour et ils se sont mis à fouiller dans la maison. Moi, j'étais assis sur un fauteuil, là, je les ai laissés faire. Ils se sont mis à fouiller dans la maison. Le truc, c'est que moi, je ne garde pas d'argent dans ma maison. Vous n'allez pas trouver de trucs, peut-être des bibelots, mais vous n'allez pas trouver d'argent dans ma maison. L'argent, ça a toujours été mon truc. L'argent, ça se garde à la banque. Donc, ils ont fouillé. Ils ont vraiment fouillé. Vous savez, ils balancent tout. Et ils n'ont pas trouvé grand-chose. Il y avait mon ordinateur. J'avais un ordinateur, j'avais des portables. C'est ce genre de trucs-là qu'ils ont pu prendre. Voilà. Donc, au bout de peut-être de 10 minutes infructueuses, ils sont venus vers moi et ils m'ont demandé, Madame, est-ce que vous avez de l'argent? On veut cet argent. Et donc, je leur ai expliqué que, monsieur, moi, je ne garde pas d'argent chez moi. Dans mon portefeuille, il doit y avoir peut-être 20 000 francs, un truc comme ça, mais je ne garde vraiment pas d'argent sur moi. Donc, même si vous fouillez, ça va être la même chose. Et là, ils m'ont mis en joue. Et il m'a reposé la question. Et je lui ai dit, je vais vous dire, je ne peux pas vous dire autre chose parce que même si je vous dis ça, vous n'allez pas pouvoir trouver de l'argent parce que je ne garde pas d'argent dans la maison. Et là, le monsieur, il m'a comme ça avec je ne sais pas s'il a fait comme ça ou il a fait comme ça, je ne sais pas. Avec le côté de son pistolet, là, c'est ce que je me rappelle, je crois. Et ils sont retournés, ils étaient deux. Ils sont retournés dans la maison, ils ont encore cherché pendant au moins 5 minutes. Après ça, toujours, c'était infructueux. Leur butin était vraiment maigre, Ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit, bon, vous allez nous donner les clés de votre voiture. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, franchement. Je sais absolument pas ce qui s'est passé dans ma tête.
moi, j'avais une particularité parce que j'avais une usine de déshydratation de fruits et on avait des fourgonnettes. Je disais toujours aux chauffeurs, quand ils devaient aller fournir par exemple les supermarchés, les pharmacies, je leur disais toujours que si quelqu'un vous braque, ne faites pas de résistance, il faut donner les clés, la vie avant tout. Voilà, ça a toujours été mon mantra, c'est ce que j'ai toujours dit aux chauffeurs. Voilà. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais souvenance d'un monsieur comme ça, de quelqu'un que je connaissais voilà, un peu plus lointain, là, une de mes connaissances, qu'on avait tué parce qu'il avait refusé de donner sa voiture. Voilà. Donc, ça avait toujours été mon truc au chauffeur. Si on vous braque, donnez les clés, ne mettez pas votre vie en danger, ce n'est que du matériel. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, franchement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je me suis braquée. Je me suis dit, mais pourquoi moi, je travaille comme une malade. Pourquoi est-ce qu'il peut venir dans mon environnement immédiat comme ça, essayer de prendre mes affaires, essayer de prendre de l'argent? Pourquoi? Je me suis révoltée. Je ne sais pas pourquoi. Rétrospectivement, je ne comprends pas. Mais c'est comme ça. Je me suis révoltée et je leur ai dit, la clé, je l'ai balancée dans la roseraie. Il faut savoir que j'avais une grande roseraie, toute belle, grande roseraie, avec des roses comme ça. Voilà, qui était pas très loin du séjour, en fait. Et donc, je leur ai dit que j'avais balancé la clé dans la roseraie. Et donc, pour moi, ça devrait être suffisant pour que, voilà, quoi. Voilà, ça va, ils n'allaient pas avoir ma voiture. Ah bah, les gars, ils sont partis à main nue. À main nue. Ma roseraie, c'était une roseraie, ça faisait un bon bout de temps qu'elle était là, donc les piquants devaient être monstrueux. Mais ils ont arraché la roseraie. La roseraie faisait peut-être, c'était peut-être 1 mètre de large sur peut-être 3 mètres, voilà, 3 mètres, un truc comme ça. Dans mon souvenir, c'est ça, sur 3 mètres. Ils ont tout arraché. Je ne sais même pas. C'est pour vous dire leur détermination, quoi. C'était pour dire leur détermination. Comment est-ce qu'ils ont réussi à arracher tout ça? C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et je les ai vus revenir avec les mains en sang pour me dire, madame, on n'a pas trouvé la clé. Et moi d'insister, si, la clé, la clé, j'ai jeté ça là-bas. J'ai jeté ça là-bas. Et donc, ils sont repartis encore. Un est venu, il s'est assis à côté de moi, il m'a dit, madame, vous savez, donnez-nous ce qu'on veut et puis on va vous laisser. Ne rendez pas ça plus compliqué et tout ça. Ne rendez pas ça plus compliqué. Je lui ai dit, mais bon, je ne rends pas ça plus compliqué. Voilà, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et là, j'étais assis dans mon fauteuil. J'étais assis dans mon fauteuil. J'en ris. J'en ris, pourquoi j'en ris? Parce que c'est un mécanisme de défense. Voilà. Moi, c'est un mécanisme de défense pour moi, voilà. Donc j'en ris, je ris de ces images là que je vois là. Donc il m'a attrapé, il m'a amené dans le couloir et on est parti. On sait que c'est ma chambre parce que c'est la chambre principale, hein. La chambre principale. Mon mari n'était pas là, donc on est rentré, il est rentré dans la chambre et il m'a emmené dans la douche. Il m'a poussé, il m'a violenté, il m'a poussé. Et il est allé il est allé chercher de quoi me ligoter. Il m'a ligoté avec quoi? Je sais plus, il m'a ligoté. Donc je t'ai couché là, saucissonné. Comme dans les films, hein, c'est comme ça, comme dans les films. Et là, la partie difficile a commencé. Là, c'était la douceur, la gentillesse, voilà. Là, la partie difficile a commencé. Et moi, je ne sais pas ce qui se passait dans ma tête. J'étais très calme. J'étais extraordinairement calme. Je n'avais pas peur. Et là, il est venu encore me demander où est-ce que vous avez mis les clés. Et là, je lui ai dit toujours la même chose. La clé est dans la roseraie. Et là, il m'a étranglé. Il m'étranglait, mais ça ne me faisait pas peur. Je sais pas. C'est comme si j'avais un totem d'immunité. Comme je savais que
ouais, ça allait passer. C'était pas... Je sais pas. C'est comme ça. C'était mon état d'esprit. Il m'a étranglé. Et il ne me semble pas que j'ai suffoqué. Il ne me semble pas. J'étais très calme. Il l'a enlevé. Et il est retourné encore chercher. Après encore, il est revenu. Et là, il m'a donné une paire de claques. Il m'a donné une paire de claques. Il m'a demandé où est la clé de la voiture. Où est la clé de la voiture? Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai encore dit la même chose. Je dis non, mais c'est dans la roue, vous n'avez pas bien cherché. Mais là, j'avais commencé à pleurer. Parce que autant j'étais calme, autant j'étais émotive. Je ne sais pas comment on dit. C'était deux personnes. Voilà, c'était une sorte de dédoublement. Et autant j'étais émotive. Et donc là, voilà, c'était les deux personnes qui étaient là. Celle qui était calme et puis celle qui pleurait quand même parce que bon, il m'avait donné des claques quand même. Donc voilà, donc il est parti, il allait chercher. Et ça, ils sont venus à deux. Celui qui m'avait violenté est parti et l'autre, il s'est mis à discuter avec moi. Il m'a dit non, on ne veut pas vous faire de mal, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir quelque chose. Vous voyez, moi, depuis que je suis venue, je ne vous ai pas fait de mal, je vous ai pas mal parlé. J'ai été très... Ça avait une sorte de prévenance envers vous, tout ça. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que vous nous donniez les clés et puis on va vous laisser. Si vous nous donnez les clés, mais si vous ne donnez pas les clés, moi, je ne vais rien vous faire. Mais l'autre, c'est quelqu'un de beaucoup plus, voilà, plus violent et puis donc, beaucoup de mauvaises choses peuvent vous arriver. Donc, c'est mieux que vous m'expliquiez où sont les clés. Et ce gars-là, je sais pas, je sais pas, il m'a parlé avec gentillesse, il m'a parlé avec humanité. Est-ce qu'un braqueur peut te parler avec humanité? Je ne sais pas. Bah, c'est comme ça que je l'ai senti et donc j'ai craqué, j'ai vraiment éclaté en sanglots, je pleurais. Puis je lui ai dit, bon, que j'ai, en fait, je ne lui ai pas dit la vérité, je lui ai dit, bon, j'ai le double de la clé sous le, comment on appelle ça, sous le, donc je lui ai dit que j'ai le double de la clé sous le tapis, voilà. Et donc ils sont partis et bon ben ils ont retrouvé la clé quoi, ils ont retrouvé la clé. Donc moi dans ma tête, bon puisqu'ils ont retrouvé la clé, bon ben l'affaire est finie, ils vont prendre ce qu'ils ont pu avoir là et ils vont partir. Ah, et donc là pour moi c'était la fin quoi. Et ben le gars qui était le plus violent là, il est revenu dans la douche où j'étais couchée là. Et il m'a dit, tu nous as tellement fait perdre notre temps, tu nous as tellement fatigués que toi là, il faut qu'on te laisse un souvenir. Voilà. J'étais calme depuis, mais quand il a dit ça, j'étais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut me laisser un souvenir, c'est-à-dire? Il veut me laisser un souvenir, c'est-à-dire? Et là, je lui ai dit que s'il me touchait, s'il me faisait quoi que ce soit, je ne sais pas, quel genre de folie, que s'il me faisait quoi que ce soit, là, c'est un petit braquage qu'ils ont fait, ils ont pris les trucs, c'est bon. Mais s'il me fait quoi que ce soit, ça ne va plus être un petit braquage. Donc, il n'a qu'à penser à ça. Il n'a qu'à penser à ça. Ça, essayer d'argumenter avec un braqueur, quoi. Ils n'ont qu'à penser. Là, c'est qu'un petit braquage, ils ont fait, ils n'ont rien fait de grave. Voilà, on ne va même pas les retrouver, même probablement. Mais s'il me fait autre chose, ça va prendre une autre dimension. Ça va prendre une autre dimension. Et je lui ai dit, j'ai un portefeuille qui est là. Il faut regarder le portefeuille. Tu vas voir le numéro des gens. Tu vas voir des personnalités qui sont dedans. Il faut regarder. Et il m'a regardé. Il m'a bien giflé. Il m'a bien giflé. Il m'a bien giflé. Il m'a bien giflé, Est-ce qu'il m'a giflé 2 fois? Non, je crois qu'il m'a giflé 1 fois. Il m'a giflé 1 fois. Et puis il m'a donné un coup de poing. Blackout, je me suis évanouie. Il m'a donné un coup de poing, je me suis... Mais un seul coup de poing, pas plusieurs, un seul coup de poing. Donc là, j'ai compris que... Après, hein, j'ai compris que ça devait être un professionnel parce que il te donne un seul coup de poing et puis tu es KO. Bon, je n'avais jamais aussi reçu de coup de poing. Peut-être que c'est comme ça, quand tu te donnes un coup de poing, tu t'évanouis. Donc, je me suis évanouie. Quand vous vous évanouissez, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon expérience,
Je m'étais déjà évanouie une fois. Je m'étais déjà évanouie une fois parce que j'étais en burn-out et je ne sais pas, je n'arrêtais pas de travailler. Paf, je suis tombée. Et c'était la même chose. C'est-à-dire quand tu es évanoui, tu es conscient de ton environnement. Tu sais ce qui se passe autour de toi, mais tu ne peux pas bouger, tu peux pas... tu es conscient en fait, tu es conscient. Et donc, dans sa conscience, là, dans ma conscience, là, je l'ai vu, il m'a déchiré les vêtements. Il a déchiré mes vêtements. Il a déchiré les vêtements et il m'a déchiré aussi le soutien. Il m'a déchiré. Mais j'étais inconsciente, hein. J'étais inconsciente. Et puis, je sais pas, je crois que c'est ma chienne qui s'est mise... Merci, Cartouche. Ma chienne qui s'est mise à aboyer. Elle s'est mise à aboyer. Elle était quelque part dans la cour. Elle s'est mise à aboyer. Elle n'avait pas aboyé depuis tout ce temps où on était là. Je ne sais pas combien de temps on a passé. Je ne pourrais pas vraiment vous dire parce que je pense que quand vous êtes dans ces situations-là, le temps s'allonge, un truc comme ça. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça fait. Mais dans mon état d'inconscience, là, j'entendais Cartouche en train d'aboyer. Et puis, le monsieur, est-ce qu'il a fait quelque chose? Il m'a touché, un truc comme ça. Et puis, il n'a plus rien fait. Ils sont partis. J'ai entendu le bruit de la voiture. Et puis, boum, ils sont partis. Quand j'ai entendu le bruit de la voiture, j'ai repris mes esprits. J'étais complètement groggy. Et ce que j'oubliais de vous dire, en fait, quand il m'a donné le coup de poing, ça m'a créé des séquelles à mon œil. Voilà, ça m'a créé, j'ai toujours ce séquelles à l'œil là même. Donc, ils sont partis et moi, j'ai repris connaissance et j'étais groggy, mais j'ai rampé. Je pleurais et je rampais. Tout était ouvert. Hein. Tout était ouvert. Ils sont partis. Ils n'ont pas fermé les portes et tout ça. Tout était ouvert. Donc j'ai continué à ramper. Après, ça allait un peu mieux. J'ai fait à quatre pattes. Ça m'a paru interminable. Pas très loin d'où j'étais là. Quand je suis sortie de la maison, il n'y avait plus de jeunes. Tous les jeunes étaient partis. J'ai continué. Pas très loin, il y avait, je crois, un cyber. Parce que moi, ma maison était sur la voie, en fait. Donc, il y avait un cyber, je me rappelle. Et donc, j'ai dit aux gars du cyber qui m'ont vu complètement défait, le visage bizarre, tout ça. Tout le monde me dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Puis j'ai appelé mon mari. Puis je n'ai plus parlé. Dans mon portefeuille à la maison là-bas, il n'avait pas pris mon portefeuille, il n'y avait pas d'argent dedans. Voilà, il n'avait pas pris mon portefeuille, il y avait des cartes, tout ça. Donc c'est un des gars qui est parti à la maison et qui a pris le numéro de mon mari dans le portefeuille. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Bon, je crois que ça doit être ça. Il est parti, il a pris le numéro de mon mari dans le portefeuille et puis il a appelé mon mari. Mon mari a mis, je ne sais même pas. En tout cas, il me semble qu'il est venu très vite. Il m'a pris dans la voiture. Il m'a amené à la clinique. Voilà, j'ai fait peut-être, je sais pas, une semaine à la clinique, ou entre 3 et une semaine à la clinique, je crois. J'avais le visage... En fait, quand ils m'ont bastonné, mon visage était anormal. Mais c'est les jours qui ont suivi, mon visage a enflé. Et j'avais un ami qui était pompier, qui m'avait expliqué que ça arrivait souvent comme ça. En fait, quand on te bastonne, après, pour certaines personnes, ton visage enfle. Mais quand je dis mon visage enfle, mon visage est devenu comme ça, gros, bouffi. Pourtant, à mon sens, il m'avait donné que quelques paires de claques et le coup de poing. Mais moi, ça m'a suffi à complètement me déformer la tête. Voilà. Et donc, ça s'est passé comme ça. On n'a jamais retrouvé les braqueurs. Et à partir de là, ma phobie, ça a été une phobie sécuritaire. Je n'avais jamais... je veux dire, c'était différent du braquage que j'avais eu dans le restaurant parce que là-bas, on était entouré. C'était pas personnel. Là, c'était très personnel. Et puis, je pense qu'ils avaient
ils avaient des indices. Ils avaient des indices qui leur avaient dit oui, elle rentre à telle heure, c'est là, il n'y a pas grand monde, tout ça, voilà. Et donc, j'avais quelque part été violée dans mon intimité. Donc, ma perception, c'était complètement différent. Et là, à partir de là, j'étais complètement paranoïaque. Si tu veux être bizarre, je suis toujours un peu paranoïaque dans mon rapport aux autres. Je regarde toujours c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. C'est souvent mon mode de fonctionnement. Mais bon, ça s'est vraiment atténué, quoi. Ça s'est atténué avec le temps. Et après, quand je suis sortie de la clinique, on est allé à la gendarmerie pour faire ma déposition. Et à la gendarmerie, voilà, ils m'ont demandé, est-ce qu'ils vous ont violé? Je sais, non, ils ne m'ont pas violé. Ils m'ont pas violé. Je ne sais pas, je suis tombée. À la gendarmerie, je n'ai pas raconté cette partie-là comme ça. Où j'étais sûre à 300% que le gars, il allait me violer si ma chienne n'avait pas aboyé. Je n'ai pas, je dis simplement, ils ne m'ont pas violé. Il y a même mon mari qui était à côté aussi. Je dis non, ils ne m'ont pas violé, c'est tout. Je ne suis pas dit non, ils ont failli me violer, tout ça. Non, ils ne m'ont pas violé. Mon mari même m'avait demandé aussi, parce que quand il m'a vu, quand j'ai marché là, mes trucs étaient que j'étais comme ça, je n'ai pas mis quelque chose dessus. Hein. Donc il m'a bien vu que j'étais il m'a rien demandé. Il m'a rien demandé. Après, quand je suis sortie de l'hôpital, il avait vraiment beaucoup de difficultés. Puis moi, je lui ai dit non, ils ne m'ont pas violé. Ils m'ont enlevé les vêtements. C'était probablement comme je les avais peut-être un peu fatigués là, pour ne pas que je me mette à hurler ou un truc comme ça. Sinon, il ne s'est rien passé. Voilà. C'est ce que j'avais dit à mon mari. Je ne lui avais pas dit qu'ils avaient voulu me violer et tout ça. Non. Voilà, je n'ai pas dit ça. Et à la gendarmerie aussi, pareil, on a fait notre déposition là. Voilà. Je ne leur ai pas dit ça. Et cette histoire est un peu pénible pour moi. C'est très pénible. Mais j'ai décidé de la raconter parce que beaucoup de personnes, quand ils veulent prendre une maison, quand ils veulent louer une maison ou quand ils veulent acheter une maison, tout ça, ils ne tiennent pas compte de la sécurité. Ils ne tiennent pas compte de la sécurité, ils l'apprennent. Je pense que quand vous, même pour toutes les personnes de la diaspora, si vous voulez revenir, la sécurité, ça doit faire également partie de vos priorités. Ça doit faire partie de vos priorités. Si vous êtes une famille, même un homme, vous devez tenir compte du facteur sécurité, surtout si vous êtes dans une grande ville. Dans la plupart des villes africaines, le taux de criminalité est assez important. Voilà. Donc, il faut que vous pensiez à la sécurité. Pour la sécurité, vous avez la possibilité d'avoir un gardien. C'est ce que je fais maintenant, j'ai un gardien. Vous avez aussi des sociétés. Parce que souvent, certains ont peur des gardiens parce qu'ils se disent ils vont se mettre ensemble avec les braqueurs pour pouvoir... Si c'est ça, vous avez des sociétés. Vous avez des sociétés que vous pouvez voir pour pouvoir assurer votre sécurité. Il y a des pipes, il y a plein de trucs. Et puis, c'est dissuasif quand les gens ils savent que potentiellement, il y a quelqu'un qui peut venir à votre rescousse. Donc, ça va les emmener à ne pas vouloir forcément aller vers vous. Voilà, vous avez ces vidéos n'est pas pour incriminer particulièrement les grandes villes africaines. C'est simplement pour signer un aspect de ce qui se passe dans les grandes villes. Mais ce n'est pas seulement les grandes villes africaines. Je pense que la majorité beaucoup de grandes villes, même que ce soit en Occident, ont des problèmes de sécurité. En Afrique, c'est encore exacerbé parce que on n'a pas la réponse en général, on n'a pas la réponse sécuritaire étatique, donc chacun se débrouille un peu comme il peut. Voilà. Donc, il faut savoir que vous devez tenir compte de cet aspect-là. Si vous voulez venir vivre en Afrique ou si vous voulez venir même en Afrique, il faut tenir compte de l'aspect sécuritaire et prendre des dispositions pour que votre sécurité soit garantie. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien. Cette vidéo n'est pas très joyeuse. Désolée. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et on est ensemble.